Ce nouveau concept est vraiment un concept de conversation entre deux passionnés sur divers sujets autour de la pop culture et de la culture geek. Aujourd'hui, nous accueillons notre premier invité, donc Adrien Schwartz. Donc Adrien qui est l'homme qui a transformé sa passion pour le numérique et la culture geek en un outil de diplomatie internationale. Donc, bonjour Adrien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi? Donc, qui est Adrien Schwartz? Bonjour Cédric, merci beaucoup de m'inviter à cette première émission. Je suis un peu le pilote, le cobaye, j'ai l'impression. Exactement, ouais. Je dois déguster des piments Non, ça c'est un concept qui existe déjà, on reprend. Bon, tant mieux. Tant mieux. Donc Adrien, effectivement, hein, je suis à Maurice depuis pas très longtemps, puisque je suis arrivé au mois de septembre 2024 à Maurice. Avant j'étais au Sénégal. J'y ai travaillé pendant 7 ans. Et avant le Sénégal, j'étais en France. Donc je travaille pour l'Institut français ici à Maurice. Et je suis en charge de tous les sujets autour du numérique, de l'innovation. Après, dans un institut français comme celui de Maurice, c'est une petite équipe. Donc on est chargé de pas mal de choses assez différentes. Par exemple, je m'occupe aussi du sport, de la jeunesse. Voilà, pour la présentation rapide. Merci Adrien. Donc c'est vrai que là tu faisais référence juste avant à un autre concept d'interview assez connu, mais c'est vrai qu'avec Geeking on ne fait pas d'interview classique non plus. Donc Adrien, tu as eu la gentillesse de choisir quelques objets, donc des objets, BD, films, figurines, qui te sont chers et qui racontent surtout une histoire. Donc nous allons commencer notre discussion un peu autour de ces différents objets. Donc là, je vois qu'on a quand même quelque chose d'assez rétro. Donc une PS1. Donc la PlayStation 1 qui est sortie, si je me rappelle bien, en 94. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc j'étais quand même, moi perso, très très jeune à l'époque. Donc j'avais 16 ans. Voilà, je dirais. Et effectivement, PlayStation, bah oui, ça fait partie des PlayStation 1, des consoles qui ont marqué mon adolescence, on va dire. Puisque, effectivement, comme je suis né en 76, les premières consoles sont... on va dire tout début des années 90. Et j'ai eu... le premier souvenir qui me vient, c'est la première console que j'ai eue, c'était la Nintendo, la première Nintendo. C'est la NES. Je pense. SNES ou NES, je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Sur laquelle j'ai passé énormément de temps. Alors il se trouve qu'à cette époque, j'habitais en Californie, où j'y suis resté à peu près 1 an et demi. Parce que mes parents étaient... mon père travaillait pour une société et donc était aux États-Unis. Et j'avais un très très bon copain à l'école, copain arménien. Et on passait des nuits et des jours à jouer à la NES, et notamment les premiers jeux auxquels je pense comme ça va être Outrun. C'est un jeu de voiture, ça. Jeu de voiture. On est dans une Ferrari, je crois. Ouais, je pense, ouais. Et on est sur des routes californiennes. On est bien. Et puis je pense à un autre jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps. Alors, peut-être que certains de tes téléspectateurs vont... Est-ce qu'on dit téléspectateurs d'ailleurs? Je ne suis pas sûr. On va dire viewers aujourd'hui. Ouais, viewers. Vont peut-être s'en souvenir, c'est Punch-Out. Punch-Out, c'est un jeu de boxe où on incarne un jeune boxeur qui va aller défier plein de challengers. Et à la fin du jeu, ce qui est vendu quand tu achètes le jeu, c'est que tu vas combattre Mike Tyson à la fin Ah ouais. du jeu. Donc forcément, Mike Tyson
à cette époque-là, était à l'apogée de son art. C'était une énorme star, hein, Mike Tyson. Et donc, je pense que tous les gamins avaient envie d'arriver à la fin du jeu pour combattre Mike Tyson. Et on est arrivé effectivement à Mike Tyson. Et ça vous a pris un peu de temps quand même, Ça j'imagine. a pris un petit peu de temps. Ouais. Donc oui, effectivement, la PlayStation, la NES, la PlayStation, plein de souvenirs, plein de jeux sur la PlayStation. Je crois que c'était Crash Bandicoot, le jeu auquel on jouait pas mal. Et puis, je pense à tous les jeux auxquels j'ai joué pendant très longtemps et auxquels je joue encore maintenant, type Street Fighter, Tekken. Ah ouais. Jeux de foot aussi. Alors, j'étais plus PES à l'époque, qui je crois était également sur PlayStation. Ouais, je pense aussi, ouais. Et puis, ouais, pas mal de jeux aussi. J'aimais beaucoup, j'aime encore les jeux autour du sport. Tennis, j'ai pas mal joué au tennis, aux jeux de NBA, MMA aussi, plus récemment. Avant c'était de la boxe, maintenant c'était MMA. Et, j'aime bien ce type de jeu parce qu'il y a pas mal de petites combinaisons à trouver pour faire des prises, etc. Donc toi, Voilà. t'es plus... Mais le jeu qui m'a le plus marqué, auquel j'ai peut-être le plus joué, c'est probablement Street Fighter. Parce que c'était un jeu console, mais c'était aussi un jeu arcade, très très joué. Ouais. Et dans ma jeunesse, quand j'avais une quinzaine d'années, les arcades étaient très très à la mode. Et donc on allait, je me rappelle, on allait dans des bars un peu même en cachette des fois, à la récréation, on sortait de la cour de récréation pour aller dans des bars aux alentours pour jouer à Street Fighter sur des bandes d'arcade qu'il y avait dans les bars. Et là, on était vraiment en mode compétition, on allait à 4 et on mettait tous nos sous dans Street Fighter. Et c'était chaud, c'était tendu. C'était voilà, chacun incarnait son personnage. Moi, j'ai toujours été Ryu, mais il y avait du très très fort en Chun-Li, du très très fort en Honda. Bah, du coup, si on a des challengers en street, ils peuvent venir te voir à l'Institut. Ah ben, je les attends. En plus, on a une petite console aussi rétro, là. Comment on appelle ça, sur laquelle on peut... Les émulateurs, c'est ça? Voilà, un émulateur, exactement. Ouais. Avec plein de classiques, Donc ça, dont Street Fighter. C'est un message pour tous ceux qui nous regardent. Hein. Donc, si vous aimez jouer à Street, Adrien, il est prêt pour un challenge. Donc voilà, ça c'était un peu au niveau des jeux, mais je vois que... Mais après, sur les jeux, effectivement, il y a d'autres... Il y a quoi d'autre? Il y a d'autres choses. Donc là, alors là c'est beaucoup plus loin. Hein. Donc, The Walking Dead, jeu sur PS4, là, ici. Ouais. Alors ça... J'ai joué un petit peu, mais pour moi, c'est surtout la BD, Walking Dead, qui m'a marqué. On est beaucoup plus tard dans le temps, mais c'est une BD où j'ai collectionné l'ensemble de la BD. J'aime beaucoup la bande dessinée, tout type, mais sur le sujet science-fiction, zombies, c'est probablement ce qui m'a le plus marqué, Walking Dead. Pas accroché autant j'ai pas accroché autant la série TD, mais la BD incroyable. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait que les auteurs, la promesse, c'était on va continuer à écrire cette BD jusqu'à la fin de notre vie. Ah ouais, ok. Bon, finalement, ils se sont arrêtés. J'étais un peu déçu d'ailleurs quand ils se sont arrêtés. Ouais, j'imagine. Mais le dessin, l'univers, etc. À tel point que d'ailleurs le dessinateur, je crois que c'est Charlie Adlar, Walking Dead, et le prénom de ma fille, c'est Charlie. Ceci explique cela.
Et puis, je continue sur les autres objets, Cédric? Ben Tu écoute, veux là je vois que tu as quand même The Dark Knight qui est, je pense, Ah, oui, oui. peut-être considéré comme un classique aujourd'hui et qui est peut-être la meilleure adaptation de Batman au cinéma. Et franchement, ouais, super film. Un de mes films préférés de tous les temps. Franchement, The Dark Knight, tellement prenant. On est absorbé dès le début du film. Et je pense, ben, pour finir, là, on a une figurine de Hulk. Et je pense que tu as une petite anecdote par rapport au personnage d'Hulk. Oui, bah Hulk pour moi c'est pas tellement les Hulk de maintenant, mais plutôt le Hulk la série qui avait milieu des années 80, début des années 90 peut-être. Ah ouais, je vois de quoi tu parles. Avec le Hulk, le personnage de Hulk, c'est Lou Ferrigno. C'est un bodybuilder qui était en compétition avec Schwarzenegger à l'époque des Mister Univers en bodybuilding. Et j'étais à fond sur Hulk. La série, c'était incroyable. Quand tu re-regardes ça maintenant, c'est faut C'est un peu kitsch. Faut laisser passer les effets spéciaux. Ouais. Mais non, c'était captivant à l'époque. Et puis bon, après, c'est vrai que j'ai construit pas mal de choses au début des années 90, je pense, en culture télé, culture dessin animé, etc. Donc c'est vrai que ça me renvoie un petit peu à la fois à toutes ces séries qu'il y avait à cette période. Donc je pense à Tonnerre Mécanique. Tonnerre Mécanique, c'était un gars en moto, avec une moto noire, la moto pouvait aller presque à la vitesse du son. Et donc il allait intercepter des bad guys. Ou à K2000. Ah, K2000, ça, j'ai la ref. Knight. Ouais, Knight. Donc Tonnerre Mécanique était un petit peu le pendant avec une moto de K2000. Donc tu me parles des années 80, tu me parles un peu de voilà, tout ce que tu as vécu à l'époque. Et donc quand on discutait juste avant, tu m'as parlé en fait de ta fascination pour les débuts d'Internet. Et comment est-ce que ça t'as complètement changé de voie en fait au niveau de tes études et ensuite de ta vie pro. Donc avant, tu étais en études de com, c'est ça? Tu faisais de la communication et puis il y a eu l'arrivée d'Internet, ça t'a passionné et tu as changé de carrière, tu as changé de voie. Qu'est-ce qui t'a donné le courage, qu'est-ce qui t'a drivé en fait pour faire ce pas? Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir beaucoup joué aux jeux vidéo, d'avoir regardé beaucoup de séries et de dessins animés, mais bon, et surtout en réalité d'avoir beaucoup voyagé, parce que mes parents, quand j'étais petit, allaient de pays en pays, parce que mon père était dans la diplomatie sur une période, et puis après travaillait pour des entreprises, et on voyageait beaucoup. Et du coup, j'ai pris pas mal de retard dans les études, ce qui fait que j'ai eu un parcours un petit peu chaotique au collège-lycée. Et puis après, études supérieures, je me suis essayé à pas mal de choses. Okay. Mais effectivement, j'ai fait une école de communication. Donc j'ai un master en communication. Et puis ensuite, j'ai testé pas mal de boulot dans la communication événementielle. Voilà, j'ai des anecdotes un petit peu là-dessus, parce que j'ai fait beaucoup de petits boulots, de stages, etc. Dans la com. Et j'ai un souvenir qui me vient comme ça en lien avec l'informatique, c'est que j'ai travaillé, j'ai fait un stage pour une maison d'édition qui s'appelait Jalouse, les éditions Jalouse. C'est un magazine de mode. Je pense que ça existe peut-être encore. Je travaillais pour donc la partie site internet des éditions Jalouse.
c'était vraiment les débuts des sites pour les entreprises, notamment dans le domaine de la mode. Ils mettaient le paquet sur les visuels qu'il pouvait y avoir sur les sites internet, etc. Et il y avait un gros travail qui était fait pour avoir un maximum de visiteurs sur les sites, et d'interactivité sur les pages. Et moi, je m'occupais de la partie horoscope. Ah ouais, Voilà. passionnant. Voilà. Et donc, je devais, je sais plus, c'était toutes les semaines, je pense, rédiger l'horoscope. Ah Bon, ouais. alors, j'imagine bien que je n'ai pas de formation sur le sujet. Je sais pas, je sais pas. Et, Astronome. Donc, l'idée, c'était de trouver des petites idées marrantes pour chaque signe à proposer sur le site, avec un petit côté un peu décalé, puisqu'on était dans le milieu de la mode, donc il fallait qu'il y ait des références un peu mode Ouais. sur ce. C'était assez Mais marrant. Du coup, tu as des gens qui regardaient les horoscopes, qui croyaient dans le truc, alors que c'était Probablement. Ouais. le petit Adrien derrière son écran qui rédigeait les trucs pour le fun. Ouais, c'est ça. Si vous lisiez l'horoscope de Jalouse à la fin des années 90, début des années 2000, c'était moi qui le rédigeais. Je suis pas sûr que c'était tout à fait tout à fait correct. Oh là là. Voilà. Mais effectivement, donc je me suis essayé à pas mal de choses dans la communication, mais ça m'a pas trop plu. Et puis avec les débuts d'Internet, les possibilités qui nous étaient offertes, surtout de créer son propre site web, les débuts aussi des plateformes, réseaux sociaux, etc. J'ai été pris dans le jeu et dans cette idée de pouvoir avoir un moyen d'expression avec le monde entier. Ouais. Et aussi par finalement la facilité d'utiliser l'ensemble de ces outils qui à l'époque paraissaient extrêmement compliqués parce qu'on est encore quand même dans les débuts de l'informatique, Ouais. tout début du web, en y consacrant un peu de temps, je me suis rendu compte que sans avoir un parcours scientifique, puisque j'ai fait des études littéraires, je pouvais faire plein de choses par moi-même et avoir cette possibilité d'échange et d'interaction et de création avec le web et avec l'informatique de manière plus générale. Et puis, du coup, je me cherchais un job à l'époque et qui me convenait davantage que la com. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir former d'autres personnes, expliquer à d'autres personnes les outils existants, les outils informatiques, tout ce qui est bureautique, graphisme, mais aussi tous les contenus web à d'autres personnes. Et donc j'ai fait une formation en fait de médiateur TIC, donc comment justement apprendre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, c'était le nom à l'époque, pour former d'autres personnes à ces thématiques-là. Donc j'ai fait une formation là-dessus, et c'est comme ça qu'après cette formation, j'ai fait un stage à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc, un grand musée parisien autour des sciences, où j'étais donc médiateur TIC, où donc je donnais des cours autour de l'informatique au grand public. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait sur le numérique en tant que métier. Et du coup, à la Cité des Sciences, donc tu rentres à la Cité des Sciences comme stagiaire. Ouais. Et tu vas passer 12 ans à la Cité des Sciences. C'est ça. Et tu finis quand même par piloter ton propre carrefour numérique. Donc pour un geek, ça ressemble quand même à un job de rêve, non ? Ah, complètement. Ouais. Complètement. Raconte-nous un peu tout ça, quoi. Complètement. Et ça rendait jaloux tout le monde, mon boulot. Oui, effectivement. Donc,
Je suis entré en tant que stagiaire, donc, et ensuite, après ma période de stage, je suis devenu donc médiateur TIC. Et donc le boulot consistait à proposer des scénarios d'ateliers pour former du grand public. Donc ça pouvait être des enfants comme des adultes. Ça pouvait être aussi des professeurs, des enseignants. Ça pouvait être des scolaires. Donc tout type de public au numérique. Donc on avait toute une équipe de médiateurs. Et moi, la moitié du temps, c'était un temps de réflexion, de brainstorming sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme atelier. Et la deuxième partie du temps, c'était l'action de former des ateliers à la Cité des Sciences. C'était vraiment génial parce que d'une part, il y avait un côté nouveau. Ouais. Ensuite, il y avait forcément un sujet de transmission et une relation assez forte avec les différents publics. Donc très très chouette. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai voulu, plus que proposer des ateliers, créer des événements pour les publics autour du numérique. Donc en vrai, la Cité des Sciences, ça a l'air vraiment passionnant. Moi, je me rappelle quand j'étais de passage en France, j'étais justement à la Cité des Sciences. Et peut-être qu'on s'est croisés là-bas et on ne sait même pas. Donc pour continuer sur le sujet de la Cité des Sciences, donc tu as fait plusieurs années là-bas et si j'ai bien compris, tu as mis en place le premier Fab Lab dans un lieu culturel en France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un Fab Lab et pourquoi c'était aussi révolutionnaire à l'époque? Ouais, en fait, j'ai été médiateur, ensuite j'ai été chef de projet, et ensuite je suis devenu chef de service donc, de cet espace, le Carrefour Numérique dont je parlais un peu plus tôt. Et quand je suis passé chef de service, on avait une présidente de la Cité des Sciences, une grande dame qui s'appelle Claudie Aigneret, qui est la première astronaute française à aller dans l'espace. Ah ouais. Et Claudie Aigneret était allée faire un voyage aux États-Unis et notamment au MIT. Et en revenant de son voyage, elle nous a dit alors, formidable, j'ai vu un Fab Lab aux États-Unis, il faudrait faire la même chose à la Cité des Sciences. Et alors, on s'est tous regardés parce qu'on ne voyait pas du tout de quoi il s'agissait. C'est quoi un Fab Lab? What is a Fab Lab? Donc un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. C'est un concept, effectivement, qui a été imaginé au MIT. Donc juste le MIT, c'est une grande université en Amérique, c'est ça? C'est ça, à Massachusetts. Ok, ouais. C'est souvent du MIT que proviennent plein de projets innovants, on va dire. Ok. C'est vraiment un laboratoire de créativité. Et donc c'est un espace qui a été créé au MIT par un professeur de sciences, alors je crois que c'est un professeur spécialisé dans le nucléaire, qui a eu envie que ses élèves aient un maximum, on va dire, d'outils à disposition pour pouvoir tester, créer, développer des projets en passant du numérique au physique. Donc on va retrouver dans un Fab Lab un ensemble d'outils, généralement des imprimantes 3D, comme là je vois un objet ici, petit Darvador qui a été créé qui a été imprimé par une imprimante 3D, et qui a été fait chez nous ici, on en parlera peut-être plus tard. Ouais. On va retrouver donc des imprimantes 3D, on va découvrir d'autres outils type des graveuses découpeuses laser, des imprimantes découpeuses vinyle. On va avoir des suites logicielles, bien sûr. Mais après, on peut avoir toutes sortes d'outils, donc des casques de réalité virtuelle, on peut avoir du matériel de vidéo, audio,
Mais on peut aussi avoir des machines à coudre numériques, des brodeuses numériques. Tout un ensemble qui va permettre en fait, à tout à chacun de développer le projet qu'il a envie de développer, quel que soit son domaine. Soit dans le cadre de ses études, soit dans un cadre professionnel, soit simplement un passionné qui a envie de faire son Dark Vador comme ici. Et donc, on a ouvert le premier Fab Lab au sein d'un musée, en tout cas d'un lieu culturel en France. C'était pas le premier Fab Lab en France, parce qu'il y en avait déjà eu quelques-uns. Mais là, c'était le premier grand Fab Lab et avec des moyens assez importants aussi. Et donc ce Fab Lab, il existe toujours. Et ça a été un vrai challenge, parce qu'effectivement, comme on découvrait tous, il fallait qu'on se forme un petit peu avec ce qui était à disposition sur YouTube. Voilà, après, peu après, il y a des formations qui ont commencé à être proposées autour du travail de qu'est-ce que fait un Fab Manager. Voilà. Mais en fait, c'est un lieu vraiment où, avec un ensemble d'outils qui permet de créer ce qu'on a envie de créer, mais surtout qui a une philosophie qui est importante, c'est qu'il est ouvert à tous, généralement en accès gratuit. Et il y a cette idée de, Cédric va m'apprendre quelque chose et je vais apprendre quelque chose à Cédric dans le Fab Lab. Alors peut-être que tu vas avoir des compétences en modélisation et peut-être que je vais avoir des compétences pour faire du montage vidéo. Et on va pouvoir s'échanger nos savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment un esprit d'échange dans la créativité et essayer d'éventuellement innover ensemble, quoi. C'est ça ? C'est ça, innover ensemble dans un esprit aussi convivial, de partage. C'est aussi un lieu où on va avoir une machine à café, où quelqu'un va apporter des croissants. Voilà. Ouais. Donc c'est un lieu de vie et effectivement autour assez centré sur le sujet des technologies. Okay. Et des Fab Labs, il y en a des milliers aujourd'hui dans le monde. Avec maintenant des Fab Labs qui ont souvent des orientations sur des sujets. Donc il va y avoir des Fab Labs qui sont orientés sur des problématiques autour du développement durable. Il va y avoir des Fab Labs qui sont vraiment spécialisés dans le sujet recyclage. On va travailler sur comment réexploiter des matériaux, etc. Okay. Des Fab Labs qui sont plus autour du textile. C'est très varié. Ok, je pense qu'on pourra revenir plus tard sur les sujets des Fab Labs. Mais là, juste pour un peu terminer par rapport à ton parcours à la Cité des Sciences. Donc, tu disais que tu avais organisé pas mal d'événements, donc de science-fiction. On avait pu discuter de compétitions de drones, des événements Minecraft. Mais dans tous ces événements que tu as pu organiser au sein de la Cité des Sciences, est-ce qu'il y a une petite anecdote, donc peut-être quelque chose, une anecdote un peu folle ou touchante par rapport à... c'est vrai que c'était une période extraordinaire dans ma vie professionnelle. Parce que déjà ça rendait assez jaloux tout le monde qu'on puisse avoir comme boulot de mettre en place un événement autour de drones ou de faire un événement autour du cosplay. Je dis mais c'est ça ton boulot vraiment? Ouais. Ou alors de faire des compétitions, des tournois de jeux vidéo. Mais c'est ça ton job vraiment? Et donc on avait effectivement cette liberté. J'espère qu'ils l'ont toujours d'ailleurs, à la Cité des Sciences de pouvoir brainstormer et avec les équipes et proposer des projets qui pourraient toucher le grand public, faire passer des connaissances, sensibiliser. Et donc on se creusait pas mal la tête pour trouver des trucs marrants à proposer. Et donc des événements, on en a lancé plein. Alors peut-être quelques anecdotes, alors je pense comme ça, effectivement, si tu parlais de drones. On a organisé, je pense que là pour le coup c'était vraiment la première fois qu'on faisait ça, une compétition de pilotage de drone avec donc un parcours à assurer.
Et donc, il fallait piloter le drone donc, sur son mobile ou certains sur casque. Et le challenge, c'était voilà, le premier qui arrivait à faire le parcours sans faire tomber le drone, ou bien celui qui avait arrivé à faire le parcours le plus rapidement possible. Et le partenaire pour cet événement, c'est une entreprise qui s'appelle Parrot. Une entreprise de drone, justement, entre autres. Drone, entre autres. Ils sont spécialisés dans l'audio, dans le son. Mais effectivement, ils sont aussi dans le drone. On était sur les premières versions des drones qui étaient proposées au grand public à l'époque. Et donc, on avait installé tout un parcours avec les équipes de Parrot dans le parc de la Villette. Le parc de la Villette, c'est le grand parc qui est autour de la Cité des Sciences, avec donc des obstacles, etc. Donc, on avait récupéré un certain nombre de drones, on avait passé un accord, une convention avec Parrot. Et on a invité tout le monde, des grands, des petits, à venir piloter les drones et à faire le parcours. Donc il y avait un côté d'abord un peu de pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne, bien sûr. Utiliser l'outil, l'application qui va avec, etc. Mais c'était encore une fois, c'était tout nouveau. Et donc là, la compétition commence, et puis, l'activité commence, et puis il se met un peu à pleuvoir, donc un ciel un peu gris, un peu pluvieux. Bon, ça n'empêchait pas de continuer, on continue quand même. Et puis, les premiers pilotes commencent à faire le parcours, et là, les 20 premières minutes, toutes les erreurs du pilotage y sont passées. Donc les drones ne faisaient que tomber, s'écraser. Donc il y en a qui tombaient dans des fontaines à la Cité des Sciences, donc dans le parc de la Villette. Donc des drones qui tombent dans l'eau. Ça c'est horrible. Des hélices qui se cassent. Personne n'arrive à faire le parcours, en fait. Impossible. Et surtout, des drones qui sont en tout cassé au bout d'une demi-heure, en fait. On dit, bon, c'est OK, on n'avait pas prévu vraiment ce facteur-là. Puis bon, l'activité passe quand même, voilà. Et puis, on avait, dans l'accord qu'on avait avec Parrot, on devait faire un petit film de l'événement. Et donc, on avait tourné des images. On avait fait un petit montage, et là, on a fait une énorme erreur, c'est-à-dire qu'on a publié sur, ça doit être YouTube, les premières, une espèce de teaser de machin. Mais en fait, dans le teaser, on voyait que des drones qui se cassaient la gueule et qui n'arrivaient pas à faire le parcours. Et donc, tu imagines bien que Parrot, ils n'ont pas du tout apprécié, puisqu'ils étaient dans un esprit de vente de leur drone, montrer que leur drone était fabuleux. Et nous, on n'arrêtait pas de montrer des gamins qui écrasaient des drones, et il n'y a rien qui marchait, quoi. Donc, il n'y avait rien de bon. Et donc voilà, donc ça a été un peu compliqué avec Parrot, et il n'y a pas eu de deuxième drone party. Je crois que ça s'appelait drone party en plus. Avec Parrot, donc c'est un souvenir qui me vient comme ça. Ouais, bon. C'est vrai que pour le partenaire, du coup, c'est pas c'est pas cool, quoi. Ah, mais ça aurait dû être drôle. Mais il y a un truc que tu me disais, je me dis que ça aurait été trop sympa de pouvoir éventuellement le faire un jour ici à Maurice. C'est le Muséomix. Donc c'est, comment dire, on peut hacker un peu un musée et faire un événement dans oui, c'est ça, le Muséomix, c'est un événement, un concept d'événement qui a lieu tous les ans au mois de novembre, je crois, début du mois de novembre. Ok. Et dont l'idée, effectivement, c'est d'installer des équipes pluridisciplinaires au sein d'un musée et d'essayer de réinventer le parcours de visite du musée ou de développer de nouvelles installations ou de valoriser des installations existantes, mettre en lumière des œuvres en proposant soit une activité de médiation, une animation, soit en ayant une installation interactive qui encore une fois met en avant les collections ou le parcours du musée. Et on avait
également été un des premiers effectivement à proposer un muséomix qui avait eu lieu à la Cité des Sciences sur des expositions qu'on avait à l'époque. Et ouais, c'était un très très bel événement de par justement le fait qu'on avait Muséomix permet de réunir vraiment tout type de savoir-faire, de corps de métier, de compétences en un seul événement. Allant des personnes qui vont faire de la communication, de la médiation, des développeurs, des personnes qui sont dans la musique, le son, des personnes qui sont dans le dessin, le graphisme, des personnes qui sont dans la photo, mais aussi des personnes qui ont des compétences en journalisme, des personnes qui ont des compétences pour... voilà, parce que ça... Toute une palette de profils, quoi. Tout est possible dans un musée. On peut réinventer un musée de plein de manières différentes. Et c'est ça qui est intéressant dans ce concept, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir comme résultat à la fin. Ouais. Et on ne sait pas si le musée va après continuer et récupérer ce qui a été fait pour le proposer au grand public. Et bon, c'est un événement qui marche très très bien quand le musée, bien sûr, le lieu est réceptif et que les équipes ont envie de jouer le jeu pour essayer de voir un peu leur musée différemment. Ouais. Et donc très très beau concept sur lequel j'ai travaillé sur plusieurs éditions et que j'ai repris un peu plus loin dans le temps quand j'étais au Sénégal. On a organisé un muséomix pour un musée au Sénégal, le musée des Forces armées du Sénégal. Et c'était une très très belle expérience aussi. Ben, je profite que tu parles du Sénégal pour qu'on puisse discuter de ton parcours en Afrique, parce qu'après 12 ans en France, à la Cité des Sciences, tu deviens le tout premier attaché de coopération numérique, c'est ça, au monde. C'est ça. Donc à l'ambassade de France au Sénégal. Tu me disais juste avant que tu avais eu un super beau parcours à la Cité des Sciences. Donc pourquoi faire ce pas en fait? C'est un truc fou de bouger. Je veux dire, bon, je ne vais pas forcément parler de confort, mais tu vois, tu étais dans un lieu où tu faisais des choses par lesquelles tu étais passionné. Et après 12 ans, c'est un changement drastique. Donc il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là pour faire ce saut, quoi? Oui, alors je reviens un petit peu en arrière très rapidement, c'est que quand j'ai toute une partie de ma jeunesse, mes parents étaient à l'étranger. Et donc je voyageais de pays en pays, des fois 1 an, 3 ans, 2 ans. Voilà, par exemple, on a habité à Moscou pendant 3 ans. C'était encore à l'époque de l'URSS. Parce que mon père travaillait à l'ambassade de France à Moscou. Ok. Dans un prochain épisode, j'aurai des anecdotes là-dessus éventuellement. Et à un moment donné, la famille est rentrée en France, vers le milieu de collège pour moi. Et il faut savoir que quand on voyageait à l'étranger, la seule chose dont je rêvais tout le temps, c'était de rentrer en France, parce que j'avais mes grands-parents, parce que j'avais mes cousins, et que j'avais envie forcément de les voir. Et presque je m'étais juré de ne plus bouger une fois qu'on est rentré en France, et de ne plus repartir à l'étranger, parce que j'étais tellement content de revoir d'être proche de la famille, etc. Voilà. Et puis, effectivement, je ne sais pas pourquoi, je suis parti au Sénégal. J'avais passé quand même pas mal de temps effectivement à la Cité des Sciences, même si c'était un boulot super intéressant. J'étais chef de service à la fin, donc j'avais quand même un travail assez, on va dire assez dur, assez fatigant de management d'équipe. Et j'avais quand même fait pas mal le tour de la Cité des Sciences.
Et donc, je commençais à voir des collègues de plus de 50 ou 60 ans qui avaient fait toute leur vie à la Cité des Sciences, et à me projeter en me disant, bon, est-ce que vraiment j'ai envie de faire tout mon parcours? Est-ce que tu as envie de faire toute ta carrière là-bas? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'essaie de faire autre chose, et donc de me lancer dans une autre aventure? Et là, j'ai cherché du travail. Je suis tombé sur une annonce du ministère des Affaires étrangères en France pour donc être attaché de coopération, innovation et numérique au Sénégal. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Innovation, numérique, coopération, pourquoi pas. J'avais fait des projets aussi de coopération avec des pays quand j'étais à la Cité des Sciences. Et il se trouve que j'avais aussi à la Cité des Sciences organisé un événement qui s'appelle le Space Apps Challenge. Ok. Le Space Apps Challenge. Space Apps Challenge. Voilà, le Space Apps Challenge. Le Space Apps Challenge, c'est un événement qui a été créé par la NASA et qui, tous les ans, c'est un hackathon en fait, tous les ans, propose des challenges autour de projets en lien avec l'espace. Ok. Et donc, voilà, sous forme d'équipe, on se réunit et on a des défis qui sont lancés par la NASA et on essaye de répondre à ces défis sur 2 jours. Et ensuite, il y a une mise en avant de toutes les propositions et toutes les réalisations. Et c'est une compétition internationale, donc on poste ces projets sur la plateforme de la NASA et sont récompensés les meilleurs projets au niveau international. D'accord. Et donc j'avais organisé plusieurs Space Apps Challenge à la Cité des Sciences, et dont un avec le Sénégal, ça tombe bien. Voilà, où ils s'étaient aussi lancés sur le Space Apps Challenge, et donc on avait eu des échanges avec le Sénégal sur qu'est-ce que vous avez réalisé vous avec vos équipes, et qu'est-ce qu'on a fait nous, etc. Et on avait eu un échange comme ça très intéressant. Et du coup, j'ai dit tiens, pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas, voilà. Donc j'ai postulé et j'ai été pris en contrat. Ce sont des contrats à durée déterminée, des CDD qui vont de 2 à 4 ans. Ok. À l'ambassade de France au Sénégal. Ok, donc du coup là tu deviens chargé de coopération numérique, mais concrètement c'est quoi de la coopération numérique? Ça ressemble à quoi? Alors effectivement, j'étais le premier à avoir ce poste-là. Ouais. Alors des attachés de coopération, des chargés de coopération, il y en a à peu près sur toutes les ambassades du monde qui font de la coopération plutôt sur des thématiques qu'on connaît bien. Très classiquement, ça va être l'éducation, ça va être des sujets autour la culture de manière générale, du sport, de l'environnement, de la justice. Ok. Voilà. Et le ministère des Affaires étrangères en France a voulu donc lancer une première, d'avoir également une action de coopération sur toutes les thématiques autour du numérique. Du numérique, d'accord. Et donc justement, quand je suis arrivé en poste, on dit ça comme ça, arrivé en poste, au Sénégal, tout était à inventer, puisqu'il n'y avait pas de précédent. Alors, il existait des attachés de coopération sur l'audiovisuel. Donc là, on avait une action qui était assez identifiée, mais pas sur le numérique de manière plus générale. Et donc, voilà, c'était assez intéressant parce qu'il y avait un projet défini par le ministère des Affaires étrangères à Paris, qui pouvait être un peu différent du projet qui était envisagé du côté de l'ambassade au Sénégal. Ok, ouais. Et donc il fallait, c'est un peu jongler un petit peu entre ces différentes envies, souhaits, et voilà, et faire une proposition de effectivement qu'est-ce que va faire l'attaché de coopération et innovation numérique. Et donc là, j'ai travaillé sur plusieurs
plusieurs volets. Un volet plus autour de l'accompagnement de start-up. Donc, comment mieux accompagner les jeunes entrepreneurs innovants D'accord. du Sénégal et comment les mettre en relation avec des acteurs en France. Ok. Comment aussi trouver des moyens pour les financer, mieux les financer, les épauler financièrement. Ça, c'était un de mes volets un des volets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. D'accord. Un autre volet, ça a été le sujet du e-sport. Du e-sport avec la création d'un premier club de e-sport professionnel au Sénégal, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs le seul club professionnel d'Afrique de l'Ouest de e-sport. Donc voilà, ça c'était une deuxième partie de mon travail. Une troisième partie du travail, ça a été justement de développer des hubs d'innovation sur le territoire et donc justement au niveau des instituts français, des alliances françaises qui sont au Sénégal, et de faire en sorte d'avoir une vraie programmation autour de l'innovation, du numérique sur ces sites. Et donc avec la mise en place par exemple justement de Fab Lab, la mise en place de petits incubateurs spécialisés pour des startups sur les sujets notamment culturels, la mise en place d'ateliers, de formations, d'événements autour du numérique, allant un atelier de création numérique en passant par des grands événements autour des nouvelles technologies pour justement, encore une fois, sensibiliser le public. Et là, on retrouve un petit peu ce que je faisais à la Cité des Sciences. Okay. Avec cette différence qui est, donc, dans l'appellation du job, il y a attaché de coopération. Donc effectivement, l'idée, c'est toujours d'essayer de trouver des liens intéressants entre ces activités-là, ces actions, et des acteurs France ou des acteurs Europe, pour qu'il y ait des collaborations qui se mettent en place. Donc des collaborations entre la France et le pays. Oui, tout à fait. Okay. Donc juste avant, tu nous parlais des différents projets que tu as pu entreprendre au Sénégal. Et il y a un truc qui m'a intéressé là, tu parles du e-sport. Donc là, on parle bien de Solo e-sport. Donc c'est un club pro. Que tu as aidé à créer, un projet que tu as soutenu au Sénégal. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une idée de créer une équipe pro de e-sport, donc passer de l'idée à être champion du monde, parce qu'ils sont quand même champions du monde sur quelques titres. Donc, voilà, si tu peux nous raconter un peu les challenges et comment est-ce que ça sort d'une idée. Donc je suis à l'ambassade, on est en 2019. J'avais remarqué qu'il y avait une communauté importante de joueurs au Sénégal, mais pas de structuration, vraiment. Plein de petits groupes de joueurs, quelques cafés où les jeunes viennent jouer. Voilà, mais rien de proposer quelques compétitions quand même, un petit peu, aussi qui étaient faites à l'Institut français déjà, mais rien de très structuré. Et là, on a un outil en fait dans la diplomatie qui, en gros, nous permet de demander des moyens au ministère des Affaires étrangères à Paris sur des projets. Une fois par an, on a cette possibilité, et il y a un arbitrage qui est fait, il y a des projets qui sont financés. Ok, ouais. Et on a cette possibilité de faire une demande de financement pour le sport, de manière générale, au Sénégal. D'accord. Sachant qu'on était un peu avant les Jeux Olympiques, enfin, à quelques années des Jeux Olympiques, et à quelques années également des Jeux Olympiques de la jeunesse, qui vont d'ailleurs avoir lieu au Sénégal l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Ok. Et donc il y a
des collègues qui demandent des moyens. Alors ça va être pour réhabiliter un stade, ça va être pour valoriser l'équipe, donner des moyens à l'équipe de foot, ça va être voilà, toutes sortes de projets comme ça, ou ça va être des appuis à des associations, etc. Et je vois ça passer, je me dis mais sport, on peut mettre e-sport dedans. Pourquoi pas? Et donc je propose à mon chef à l'époque, voilà, est-ce qu'on pourrait pas mettre une petite partie sur le e-sport pour créer le premier club de e-sport pro au Sénégal. Projet ambitieux. Et au début, e-sport, mais c'est-à-dire c'est-à-dire c'est sur le sport, donc c'est ça. Hein. Oui, pas tout à fait, c'est le e-sport, donc ça, oui et c'est non. pas forcément des jeux sportifs, mais on est quand même sur une discipline qui est amenée à être aux Jeux Olympiques éventuellement, etc. Donc, c'est vrai. Donc voilà, et puis ce serait une première. Bon, ben, j'arrive à vendre le projet, puis ça y est, c'est passé. Et donc, du coup, j'ai eu un budget pour pouvoir faire ça. Ensuite, ben, j'ai fait un appel à candidature pour trouver quelle structure serait amenée à porter ce projet. Ouais, plus apte à porter Des structures locales, bien sûr. Et de là, j'ai rencontré Baba Dioum, qui était déjà le président d'une association pour promouvoir le e-sport au Sénégal. Ok. Donc, qui proposait des activités un peu comme ça, à droite, à gauche, des tournois, des sessions de sensibilisation. Et donc là, je lui ai dit, écoute, Baba, on a les moyens, on peut créer quelque chose, on peut créer un vrai club avec des joueurs qui seront coachés comme des sportifs de haut niveau qu'on veut accompagner le plus loin possible. Et donc c'est cette collaboration qui est née avec Baba, ancien joueur et quelqu'un de reconnu en Afrique de l'Ouest sur le sujet du e-sport, qui a été monté ensuite le nom du club, Solo e-sport. On a trouvé un endroit pour l'abriter, on a acheté le matériel, et puis ensuite on a fait la sélection des joueurs qui donc ont été sélectionnés pour faire partie du club. Et Solo e-sport, ça a été lancé véritablement en 2020. D'accord, ça reste quand même assez récent. C'est assez récent. Ouais. On a comme Solo e-sport a comme parrain Désiré Kouzavo. Désiré Kouzavo, c'est le président de la fédération de e-sport en France. Et on a lancé, on va dire, officiellement le club. C'était assez marrant, donc dans la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar. Ah ouais, quand même. Qui aussi se demandait un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais du coup, ça a été très apprécié parce que c'était quelque chose de nouveau, que ça a attiré aussi un certain nombre de sponsors. Et en fait, on allait. Solo e-sport est allé très très vite vers des titres en Afrique. Donc on a par exemple Hamza, qui est un titre africain sur Mortal Kombat, champion d'Afrique sur Mortal Kombat. On a Verix, qui est champion du monde sur un jeu qui s'appelle Guilty Gear. Ouais, Guilty Gear, je connais, ouais. Je sais pas si, voilà. Jeu de baston aussi, tu vois. Voilà, jeu de baston. Et on a surtout Dex Junior, qui est triple champion d'Afrique sur FIFA. Ah ouais. Et qui a atteint des top 10 au niveau international. Quand même. Donc voilà, et on a fait un grand voyage, une grande immersion en France avec l'ensemble de l'équipe de Solo e-sport. On a rencontré l'ensemble des acteurs, des clubs, des centres de formation, des écoles, des lieux de production aussi de contenu sur le e-sport, des associations, mais aussi des institutions. Donc
avec l'ensemble de l'équipe Solo eSport. Et c'était une très belle aventure parce qu'il y a eu évidemment plein de challenges, de petites compétitions avec des champions France et l'équipe Sénégal, et ça a créé de très très beaux liens qui existent encore aujourd'hui. Et on a même un club qui a voulu acheter un joueur sénégalais, c'est une très belle aventure et qui continue maintenant parce que Solo eSport est toujours actif. Et voilà. Et donc je suis assez fier de ce projet, mais surtout assez fier de ce qu'ils font. C'est super intéressant d'entendre un peu tout ce beau projet autour de Solo eSport. Et je pense qu'il y a des projets comme ça éventuellement à venir à Maurice, mais là, j'ai pas envie de trop spoiler notre audience. On attend que les projets se mettent en place et on pourra en rediscuter plus tard. Donc, pour revenir sur ton parcours au Sénégal, donc après ton passage à l'ambassade et à l'Institut, donc tu rejoins la DER-FJ, tu pourras nous dire ce que c'est, donc au Sénégal, où tu aides au financement de plus de 230 startups. Donc, je pense que c'est dans des programmes d'accélération et d'incubation. Donc, si tu peux nous dire déjà c'est quoi la DER-FJ, et ensuite nous parler d'un souvenir par rapport à une start-up ou un projet en particulier qui t'a le plus marqué. Oui, alors la DER-FJ, donc on dit la DER-FJ, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal. C'est très long. Mais pour le coup, on comprend bien de quoi il s'agit. Donc, c'est une agence en fait de l'État du Sénégal, qui est d'ailleurs la dernière agence qui a été créée par l'État du Sénégal pour donc soutenir l'ensemble des entrepreneurs du Sénégal, quelle que soit leur activité. D'accord. Avec cette agence, quand j'étais à l'ambassade, j'ai monté un projet avec eux qui s'appelle toujours Teranga Tech. Alors Teranga, en Wolof, c'est l'accueil, c'est bienvenue, et c'est le deuxième nom un peu du Sénégal, c'est le pays de la Teranga, le pays où on accueille bien les gens, etc. Et donc Teranga Tech, c'est un réseau, une communauté, un peu comme la French Tech, je vois. que j'ai mis en place quand j'étais à l'ambassade de France. Et donc qui réunit, on va dire, une partie des acteurs innovants du Sénégal, start-up, grandes entreprises, écoles, universités, qui sont tous concernés par le sujet de l'innovation, de la technologie. L'idée étant, avec cette Teranga Tech, de promouvoir, valoriser l'ensemble des start-up et de trouver un moyen de les accompagner techniquement et financièrement de la meilleure des manières, en allant chercher des bailleurs, en allant chercher des angels, etc. Et donc, ce projet Teranga Tech, en partie, il a été monté avec l'aide de la DER-FJ, donc en collaboration avec la DER-FJ et l'ambassade de France, parce qu'une partie du projet était de faire en sorte que dans toutes les régions du Sénégal, il y ait une proposition qui soit faite pour un jeune entrepreneur innovant. D'accord. Pas uniquement centralisée à Dakar, ce qui est souvent le cas dans plein de pays. On a une action qui est faite pour les startups, mais elle reste très centralisée au niveau de la capitale et rarement régionalisée. Donc une partie de ce projet, c'était comment faire en sorte qu'il y ait une proposition qui soit faite un petit peu partout d'accompagnement pour ces jeunes entrepreneurs. Donc on a travaillé là-dessus avec la DER-FJ. Et puis quand j'ai fini mon contrat effectivement à l'ambassade, sachant que quand on travaille pour une ambassade en poste à l'étranger comme c'était le cas pour moi, on peut y rester maximum 4 ans. C'est un contrat d'un maximum 4 ans, parce qu'il y a une rotation qui évolue des agents qui vont être amenés à travailler. Donc après mes 4 ans, le ministre délégué qui travaillait donc pour la DER-FJ m'a proposé de les rejoindre pour accompagner donc les startups, continuer à accompagner les startups du Sénégal. Et donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Et donc c'est marrant parce que je travaillais quand même
pour le gouvernement français, et puis tout d'un coup, je travaillais pour le gouvernement sénégalais. Sénégalais, ouais. Et j'étais donc dans une agence, seul français, même le seul étranger, parmi plus de 200 Sénégalais travaillant dans l'agence, ce qui est assez, je pense, assez rare et assez intéressant comme collaboration avec le Sénégal. Voilà. Donc, en Wolof, qui est la langue principale au Sénégal, c'est le blanc, on l'appelle le toubab. Donc on m'appelait toubab. Voilà. Pendant 3 ans, j'étais toubab de la DRJ. Et non, une très 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 belle expérience. Ouais. Très riche. On a monté beaucoup de projets, et notamment un grand hub d'innovation, justement au niveau de la DRFJ au centre de Dakar, avec un lieu d'accueil pour faire des événements, des espaces de coworking. J'ai monté aussi justement un Fab Lab au niveau de ce hub, et un espace dédié à l'accompagnement de jeunes concepteurs de jeux vidéo, sur lesquels je reviendrai peut-être après. Ok. Donc voilà, une très 3 ans vraiment d'immersion dans une agence au Sénégal, avec un travail main dans la main avec l'État du Sénégal, que j'oublierai jamais. Voilà. Et puis bien sûr des rencontres avec des entrepreneurs qui sont aujourd'hui pour beaucoup mes amis, qu'on a essayé d'accompagner au mieux tout au long de ces années, sachant que l'entrepreneuriat c'est très difficile, où qu'on soit, et peut-être encore plus dans des pays où il est plus difficile d'aller trouver des moyens financiers pour être accompagné. Donc voilà, pour rester dans le thème de la thématique de Geekin, je pense forcément à un studio de création de jeux vidéo qui s'appelle Kaifo. Kaifo ? Kaifo. Ok. Ça veut dire Kai, ça veut dire viens, et Fo, ça veut dire jouer. Viens jouer en fait. Ah ouais, sympa. Qui est donc le seul véritable studio de création de jeux vidéo à Dakar, qu'on a accompagné, que j'ai accompagné comme je pouvais du côté de l'ambassade, et également accompagné quand j'étais à la DRFJ. C'était une espèce de prolongement dans cet accompagnement de manière un petit peu différente. Et Kaifo est toujours aujourd'hui existant et a une belle plateforme. Donc ils ont une équipe qui produit régulièrement et qui sort des jeux mobile, avec un lien avec le Sénégal et plus largement avec l'Afrique, sur toutes les thématiques de jeu. Donc c'est assez sympa. C'est génial. Je pense si on devait parler que de ton expérience par rapport aux startups et tout, il faudrait faire une deuxième émission. Avec plaisir. Mais moi, tu vois, donc là, tu fais quand même plusieurs années au Sénégal. Et ensuite, donc, comme tu me disais en début d'émission, tu as atterri à Maurice en septembre 2024. Donc, toujours pour travailler avec l'ambassade de France à Maurice, au sein de l'Institut français ici. Moi, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis le début, c'est, enfin bien sûr, dans la limite de ce que tu peux partager, mais une ambassade, ça ressemble à quoi de l'intérieur? Et je sais pas moi, est-ce qu'on croise des agents secrets dans les couloirs en allant prendre son café? Et c'est quoi en fait les avantages ou peut-être des aspects assez surprenants d'être un diplomate? Alors plusieurs choses dans ta question. Plusieurs choses. Alors des agents secrets, alors je pense qu'ils ne doivent pas se manifester comme agents secrets, donc je ne sais pas te dire. Mais je ne suis pas. Alors quand on travaille en ambassade ou en institut, en tant qu'expatrié, on n'est pas forcément diplomate. Ok. Un diplomate, c'est quelqu'un qui a passé un concours pour devenir diplomate. On peut travailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement travailler dans la diplomatie ou l'univers de la diplomatie sans avoir fait du tout de parcours d'études de diplomate.
sans même être fonctionnaire Mhm. ou employé du ministère des Affaires étrangères. Et j'en suis exemple puisque j'ai pas du tout ce parcours de formation-là. Ouais. Et je suis en fait simple contractuel. En fait, j'ai répondu à une annonce en fait au départ et j'ai eu un CDD. Ouais. Et pour Maurice, idem, j'ai répondu à une offre d'emploi pour être attaché numérique ici à Maurice. Et j'ai été retenu. Voilà. Et ça, c'est intéressant, là, je pense, parce que ça montre que c'est tout à fait possible d'évoluer dans ce monde qui, effectivement, de l'extérieur, paraît un peu secret, peut paraître un peu feutré, un peu... Oui, on a du mal à comprendre, en fait, ce qu'on fait, ce qui se passe. Et en fait, on peut intégrer cet univers sans forcément faire partie de ce monde sans avoir fait une formation spécifique. Voilà, parce que le ministère des Affaires étrangères, qui est notre employeur, cherche des compétences sur différents sujets, différentes thématiques. Ok. Donc voilà. Après, de l'intérieur, c'est assez intéressant parce que forcément, en fonction des pays, les ambassades sont plus ou moins grandes, importantes, avec plus ou moins de personnel. Ont des instituts français ou pas. Et donc, si je reprends l'exemple du Sénégal, c'est une très grosse ambassade avec beaucoup de projets de coopération, beaucoup d'actions qui sont menées. Et donc, on va avoir dans l'ambassade des attachés de coopération comme moi qui sont sur plein de thématiques différentes. Audiovisuel, santé, développement durable, etc., pour pouvoir couvrir un petit peu tous les sujets de coopération. Et puis après, on peut être sur des ambassades plus modestes. À Maurice, même si il y a quand même des ressources importantes, où on va être plus polyvalent et couvrir davantage de sujets parce qu'on n'a pas les mêmes ressources. Ouais, j'imagine. Et donc c'est d'autant plus intéressant de voir qu'on a été décidé qu'il y a un poste d'attaché numérique sur une ambassade où il n'y a pas tant d'agents sur les différents domaines existants. Donc il y a un vrai enjeu, je pense, important de développer cet axe-là ici pour Maurice et voilà, avoir un maximum de coopération sur cette thématique. Pour continuer un peu autour de l'ambassade ou des ambassadeurs en général, hein, est-ce que les ambassadeurs ils s'intéressent vraiment au sujet geek? Alors, je pense que ça dépend des ambassadeurs, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais je pense que notre ambassadeur de France ici à Maurice, Frédéric Bontemps, est assez passionné par les nouvelles technologies, notamment la thématique de l'intelligence artificielle, une thématique qui l'intéresse particulièrement, qu'il suit de très très près. Il est lui-même amené à tester un certain nombre d'outils voilà, il y a une vraie volonté de notre ambassadeur, en tout cas ici à Maurice, de développer la thématique de la coopération sur le numérique. Ça fait partie de la stratégie qui a été proposée par l'ambassadeur de France à Maurice. Donc oui, validé pour Maurice. Au Sénégal, j'avais des situations un peu différentes où il fallait parfois effectivement être vraiment convaincre davantage de l'intérêt de s'intéresser au e-sport par exemple, ou de mettre en place un réseau comme Terangatech. Voilà, quel intérêt véritablement pour notre coopération. Donc ça dépend. Ça dépend. Et j'ai vraiment la chance,
Alors du coup, on a vraiment la chance, Nous avons la chance d'avoir pour Maurice un ambassadeur qui est vraiment très très intéressé par cette thématique. Monsieur l'ambassadeur, si vous regardez cette émission, je serais ravi de pouvoir discuter d'autres sujets avec vous. Il faut l'inviter. Carrément. Mais ça me fait penser que, justement, là, récemment, on a eu le festival AI for Good. Donc où l'Institut français est un des plus gros sponsors, partenaires du festival à Maurice et du coup à l'international. Monsieur l'ambassadeur était justement là, il avait fait un discours pour la remise des prix. Tant qu'on y est, AI for Good, c'est un projet qui existe, le festival qui existe maintenant depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Fin 2024. Fin 2024, ouais, donc on approche les 2 ans. Donc un projet qui est mené par Charlotte Gauvin. Tout à fait. Et la première édition, je me rappelle que ça avait eu lieu pendant le Novembre numérique. C'est ça. À l'Institut français. Et là, on vient tout juste de terminer la 2e édition où les chiffres, le nombre de participants a explosé. Donc j'ai eu la chance d'être jury justement, notamment pour le jeu vidéo. Donc le festival AI for Good et l'Institut français de Maurice du coup ont lancé ce festival qui est maintenant un festival panafricain. C'est quoi un peu l'enjeu ou peut-être la prochaine étape pour l'écosystème mauricien par rapport à l'intelligence artificielle, d'après toi et d'après ton expérience du pays, ce que tu as pu déjà vivre ici, quoi. Bon, c'est un peu une histoire d'amour avec AI for Good. Quand ça a été proposé, quand le projet a été... on a échangé sur ce projet qui est donc effectivement porté par Charlotte Gauvin. J'ai signé tout de suite. J'ai dit, oui, évidemment, il faut y aller. On a à la fois le sujet de l'intelligence artificielle qui fait partie des sujets sur lesquels il faut absolument que les plus jeunes aient une compréhension, une connaissance du fonctionnement des IA, de ce qu'il y a derrière. Ça évolue tellement vite qu'il faut qu'il... C'est primordial. Ouais. On a, avec le festival AI for Good, qui consiste à créer, donc à concevoir des petits films en utilisant des outils IA ou des jeux vidéo, ce qui a été proposé sur la dernière édition. On a un aspect éducatif, donc on a un aspect réseau, communauté, pour faire en sorte que les jeunes participants au festival puissent travailler ensemble, échanger sur les outils qu'ils ont pu exploiter. On a un aspect compétitif puisque c'est un festival, donc il y a des lots à gagner, donc il y a une compétition qui se met en place. On a un aspect très inclusif parce que on peut participer au festival où qu'on soit sur Maurice et Madagascar pour la première édition, et puis pour cette dernière édition, on est sur 8 pays. Donc tous ces éléments-là sont vraiment des éléments qu'on cherche à intégrer, à toucher quand on met en place justement une action autour du numérique et qui doit valoriser un peu ce qui est proposé à Maurice. Effectivement, 80 participants pour la première édition, et puis on est à 800 inscrits pour la deuxième édition. 800 inscrits, pour la deuxième édition, c'est une multiplication par 10, avec des vainqueurs, des gagnants qui sont principalement à Madagascar. Principalement, en effet, et en plus de ça, la gagnante pour la catégorie je crois que c'est 18-25 ans, est une jeune malgache qui vient de Diego Suarez, qui a fait 20 heures de route à Madagascar pour prendre l'avion, traverser le pays. C'est une histoire extraordinaire. Ensuite, a fait tout ce qu'elle pouvait pour avoir un passeport et qui a pu venir à Maurice pour être récompensée pour son projet. Donc assez incroyable.
assez incroyable. Bon, on espère qu'on va pouvoir continuer à proposer ce festival, à continuer à le faire grandir. On a besoin de plus de partenaires, on a besoin justement de travailler avec l'ensemble, c'est ça qui est intéressant, avec l'ensemble du réseau des instituts français, qui sont un petit peu partout sur le continent, pour pouvoir porter ce projet-là avec nous. Et je pense que c'est vraiment une super approche quand on parle d'intelligence artificielle, parce qu'il faut à la fois être sensibilisé sur effectivement les dangers qu'il peut y avoir sur l'utilisation de l'IA, mais il faut, pour pouvoir s'y intéresser aussi, regarder les aspects positifs. Et un des aspects positifs, c'est l'accompagnement vers la conception, la créativité, etc. À partir du moment où on l'utilise de manière justement intelligente aussi, et que ça nous oblige à mieux connaître les outils, à pouvoir les exploiter de la meilleure des manières, pour pouvoir réaliser quelque chose de positif. Écoute Adrien, merci pour cette conversation, hein. J'ai quand même appris pas mal de choses déjà par rapport à ton parcours. Et justement, tu as eu un parcours assez atypique, on peut dire. Quel conseil donnerais-tu à un jeune geek mauricien, donc qui a une passion, qu'il aimerait en faire son métier? Donc comment transformer ça en fait? Comment transformer ou allier plutôt passion et un job ou voilà, le rendre professionnel quoi. Je crois que la réponse est un peu dans ta question, parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, à la différence de moi dans ma jeunesse quand je faisais mes études, je pense qu'on peut véritablement transformer sa passion en métier. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, sans passer par des études, correspondants et avoir un parcours tout à fait logique. Okay. Parce que on a cette fabuleuse possibilité d'avoir le web et de pouvoir avoir un moyen de diffusion, d'expression de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, sans pour autant passer un certain nombre d'étapes dans sa vie d'étudiant ou sa vie professionnelle. Donc je pense qu'il faut vraiment aller à fond sur ce qui te passionne, si tu es dans le jeu vidéo, si tu aimes, je sais pas moi, faire de la modélisation, si tu aimes dessiner, si tu aimes créer ton son. Je pense qu'il faut se donner les moyens. En plus, on peut se former aujourd'hui quasiment sur tout avec des contenus YouTube. Carrément, ouais, c'est vrai. Et on voit très très souvent des jeunes qui sont pas forcément passés par un cursus d'études spécifiques, qui n'ont pas forcément une expérience spécifique et qui ont appris sur Internet, qui ont construit leur passion justement en exploitant intelligemment les outils en ligne, les réseaux sociaux, etc. Ouais, c'est vrai, parce que moi, je connais quand même pas mal d'auto-entrepreneurs qui sont autodidactes. Donc, et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à l'information, aux formations en ligne. On a tous les moyens pour créer, on a tous les moyens pour diffuser. Donc, si on est passionné par un domaine, on peut tout à fait le faire valoir en ligne et avancer presque sans aucun blocage en fait, blocage financier. Et c'est ce que je disais très très souvent aux très jeunes entrepreneurs qui viennent en disant oui, j'ai une idée, mais bon là je peux rien faire tant que j'ai pas de moyens. Non, en fait tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses grâce justement à ces outils, sans forcément avoir un financement spécifique. Tu peux tester des choses, tu peux utiliser ton réseau proche pour
pouvoir proposer une offre, etc., etc. Donc je pense que il faut aller à fond sur ses passions. Voilà. Et puis beaucoup échanger aussi avec sa communauté proche, avec ses amis, faire l'effort d'aller sur des événements comme des hackathons, qui sont je trouve des tremplins intéressants pour apprendre justement à développer ses projets avec d'autres, à tester un peu ses compétences, à faire valoir. Donc ça, c'est aussi un tremplin qui est intéressant. Voilà, sans pour autant être bloqué par il faut absolument que je devienne ingénieur en ceci pour pouvoir proposer. Alors effectivement, forcément, il y a des domaines, je prends la santé par exemple, pour devenir médecin, forcément il faut faire un certain nombre d'études pour être ingénieur électronique. Oui, il faut faire de l'ingénierie, mais il y a plein de choses, pour revenir à tes questions, effectivement, qui sont de l'ordre de la passion et qui peuvent devenir un métier sans pour autant passer par un cursus spécifique. Ouais, d'ailleurs, je pense que quand on a créé Geeking, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient ouais, mais comment est-ce que nous on définit un geek, comment est-ce que ceci, comment est-ce que cela. Et ma réponse à cette question, c'était pour moi, une fois que tu es une personne qui est passionnée par un sujet, tu es un geek dans ce sujet en particulier, quoi. D'arrêter en fait de mettre les geeks dans des cases. Non, c'est vraiment, il y a des geeks musicaux, il y a des geeks de la danse, des geeks de jeux vidéo, de films, de séries, etc. Mais c'est vraiment une fois que tu es passionné, c'est ça qui aide à driver pas mal de choses en fait. Donc ouais, j'aime beaucoup ta réponse du coup, parce que j'arrive aussi à me retrouver dedans. Et c'est vrai, je trouve que être passionné, c'est quand même quelque chose qui t'ouvre des portes, qui te permet de te déplacer, de faire des efforts. Qui te permettent de réaliser en fait un peu ses rêves, quoi. Écoute Adrien, ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc merci encore à l'Institut français de Maurice qui nous a accueillis ici dans cette belle médiathèque. Plutôt, je ne sais pas si tu as envie de rajouter 2 mots dessus, mais plutôt on parlait de Fab Lab. Donc ici à l'Institut français de Maurice, nous avons un Fab Lab, donc la fabrique, qui est ouvert depuis un petit moment déjà, non ? Ça va faire 4-5 mois, je pense. Ouais, je pense que c'est peut-être depuis le début de l'année. Donc on a à disposition des imprimantes 3D, des découpeuses graveuses laser, plusieurs casques VR, et l'espace il est encore en train d'évoluer. Mais franchement, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine de venir découvrir ce lieu. Avec une dizaine d'ateliers qui sont proposés en ce moment. Ouais, donc ça, vous pouvez vous inscrire. On peut avoir tous les infos sur le site web de l'Institut du coup. Écoute, merci beaucoup Adrien. Donc on est parti d'un objet à une conversation sur la diplomatie, sur la création d'écosystèmes, de start-up, d'incubation, d'accélération et aussi d'avenir. Donc voilà. Et comment tu vois le futur, comment Geeking voit l'avenir à Maurice, ou de manière générale? Écoute, dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qui se passe pour les geeks? En fait, c'est une bonne question parce que on dit souvent que Maurice a quelques années de retard par rapport à l'Occident. Et en fait, c'était vrai avant. Maintenant, tu vois, on parlait d'Internet, on parlait de tout ça. On a aussi accès à ces informations-là, et je trouve que il y a certaines industries qui commencent à se développer à Maurice. Donc là, je pense notamment aux jeux vidéo, aux studios d'animation, surtout qui existent déjà ici, les écoles, l'université d'animation. Donc le Mauricien, il a accès, il a vraiment accès à des formations, à l'information aujourd'hui.
Donc je pense que Geeking, nous, on travaille vraiment pour valoriser déjà la culture geek et la pop culture à Maurice, donc notamment à travers des événements, etc. Mais je pense qu'on est éventuellement appelé à plus que ça. Les événements, ce qu'on fait, les regroupements des communautés geeks à Maurice, c'est un peu un début. Mais je pense que voilà, on est appelé à beaucoup plus que ça. Parce que là, quand j'ai créé la plateforme, il y a 4 ans maintenant, je me suis dit que la mission de Geeking, c'est de mettre le geek mauricien en avant. Et il y a mille et une façons de le faire, quoi. Je pense que là, on s'amuse en fait à faire des événements, à se rencontrer, à faire des choses ensemble. Mais il y a peut-être autre chose à faire, quoi. Tu sais pourquoi j'étais obligé de te poser cette question? Parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une petite overboard posée sur la table. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Et alors bon, film qui m'a marqué. Et film qui m'a marqué, mais film qui est... C'est marrant parce que dans ce film, finalement, les visions de l'avenir, en fait, ne sont pas du tout arrivées. Oui, en effet. Il n'est pas question d'intelligence artificielle dans Retour vers le futur. On a la DeLorean qui va dans le futur ou dans le passé. Bon, ça, on n'y est pas. Hein. Mais même l'overboard qui est là, il n'y en a pas en fait. Hein. Il n'y en a pas. Il y a des petits, il y a des tests. Il y a des trucs qui roulent et tout. Des espèces de drones. Mais bon. Et du coup, ça c'est intéressant parce que, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de films de science-fiction qui ont eu une vision juste sur notre avenir, mais pas celui-ci. Et c'est intéressant de se dire qu'on ne sait pas en fait de quoi sera fait l'avenir. On ne sait pas dans quel domaine on va avancer véritablement très vite, comment l'homme va s'accaparer des technologies et comment il va les utiliser, quels effets elles vont avoir sur lui. Carrément. C'est une inconnue et quelque part c'est intéressant de se dire que malgré toutes nos projections, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas, et c'est aussi un peu la beauté de la chose, quoi. Ça aurait été dommage de déjà de tout savoir en avance ce qui allait arriver. Et j'aime bien comment dans la science-fiction, il y a des choses qui ont quand même existé après. Je pense aux tablettes, je pense au téléphone, il y a des objets du quotidien comme ça qu'on voyait que dans les films et qui sont une réalité aujourd'hui. Et voilà, comme quoi les geeks, ils sont aussi visionnaires et dans l'innovation dans leurs œuvres, quoi. Écoute, c'était un véritable plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, longue vie à Geekin. Merci, live long prosper, comme on dit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de From Geek to Geek. Donc c'était Cédric de Geeking Maurice et Adrien Schwartz de l'Institut français de Maurice. Merci encore Adrien. Merci. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao les amis.